Bonjour Véronique. Bonjour. Très heureux aujourd'hui de te recevoir dans cette conversation. Alors pour la petite histoire, on se connaît depuis très longtemps parce qu'on a été à la primaire ensemble. On s'est jamais revus depuis, mais voilà, on est originaires tous les deux d'Annecy. Oui, C'est comme ça qu'on se connaît. Et tu es députée de la Haute-Savoie c'est et ça. présidente de la délégation de l'Assemblée nationale aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes. Donc, on va traiter le sujet de la place de la femme dans notre société avec toi, puisque tu es très bien placé justement pour en parler. Alors, je vais te laisser te présenter succinctement, puis on va rentrer dans le sujet directement. Donc, je suis Véronique Rioton, j'ai 55 ans. Je suis depuis 2017 députée de la Haute-Savoie. Je préside à l'Assemblée nationale la délégation aux droits des femmes, tu l'as dit. Et j'ai deux types de travaux au niveau national. Je suis une spécialiste de l'économie circulaire. J'ai été rapporteure d'une loi assez structurante qui s'appelle Anti-gaspillage pour une économie circulaire. Et je travaille évidemment beaucoup sur les sujets des droits des femmes. Actuellement, je suis au travail sur la définition pénale du viol en nous interrogeant sur le fait ou non d'intégrer la notion du consentement dans cette définition. Et puis, j'ai évidemment quelques sujets plutôt locaux qui m'amènent à travailler sur euh, les métiers du médico-social, du recrutement, sur l'agriculture, sur le logement aussi, qui sont des sujets qui sont plus territoriaux pour moi. Voilà. D'accord, très bien. Alors, bon, moi je connais un peu la Véronique de notre enfance, mais j'aime bien savoir en fait quel était ton environnement familial, éducation. Bon, on a vécu beaucoup à Annecy, évidemment, et toi tu habites toujours à Annecy. Ça joue un petit peu sur la manière de voir la vie, d'une certaine manière. Moi j'ai toujours cru ça. Dis-moi un peu qui était Véronique quand elle était jeune. Alors, le contexte dans lequel j'étais, c'est effectivement un contexte annécien, qui est une ville qui met beaucoup la place du sport, en fait. Souvent, aujourd'hui, quand les gens viennent nous rencontrer sur Annecy, ils sont toujours étonnés du nombre un peu de personnes qui sont en extérieur. Donc, ouais, j'ai eu une relation avec la montagne extérieure assez tôt. Et une des particularités dans ce milieu un peu sportif, c'est que j'ai fait du patinage artistique longtemps. J'en ai fait à haut niveau et j'en ai fait beaucoup. Donc, dès le primaire, j'ai été dans un sport-études et particulièrement au collège. Donc, ça m'a donné une certaine rigueur, j'ai envie de dire, parce qu'à 7 heures du matin, j'étais sur la piste. Au collège, 9 heures, 9h30. Et puis à l'école, de 10 heures à 15 heures. Puis retour à la patinoire avec un rythme de vie qui était assez organisé, assez rigoureux pour pouvoir me dégager du temps et être le week-end en compétition. Voilà, donc à la fois des entraînements en collectif et puis en même temps de la performance individuelle à donner quand on était sur la piste et en compétition. Donc j'ai envie de dire que jeune, j'ai plutôt vécu ce temps-là. Même si c'est un sport individuel, c'est une aventure collective entre quelqu'un qui me tire un peu vers le haut, un prof, des amis assez euh, entourantes, enfin en tout cas dans un contexte assez safe, en tout cas j'ai envie de dire enveloppant. Et puis en même temps, le sport, je pense que ça m'a développé beaucoup de qualités. En tout cas, je reconnais au sport des qualités de goût de l'effort, de dépassement de soi, voilà, de fair play aussi entre nous. Enfin, donc, je pense que mon enfance a été baignée par ça. Et tu as continué jusqu'à quel âge cette activité Oui, sportive? donc, parce qu'ensuite, l'organisation entre la vie d'études et le patinage, c'est difficile. D'ailleurs, j'en ai fait des sujets d'études plus tard, hein, comment développer la pratique féminine du sport
et puis lever quelques freins. Ça a été un de mes sujets de travail l'année dernière. Mhm. Voilà, j'ai arrêté au moment du lycée. Voilà. D'accord. Et ensuite, tu t'es dirigé vers quel type d'études? Vers quoi tu allais professionnellement? J'ai fait une école de commerce. Voilà, je venais plutôt d'un milieu enseignant et donc j'ai plutôt mis à distance en fait cet univers-là et j'ai été formée dans une école de commerce. Et je te raconte un peu le démarrage de ma vie professionnelle. Oui, s'il te plaît. Physiquement, à 20 ans, je faisais très jeune. Tu vois, là, par exemple, j'ai 55 ans. On me dit que je fais plus jeune que mon âge. Donc aujourd'hui, c'est plutôt une grande satisfaction. Mais à 20 ans, j'avais pas envie d'être prise pour une gamine. Donc j'ai fait des choses un peu dures. En fait, j'ai eu un démarrage professionnel dans les milieux commerciaux. Et puis, allez, j'ai envie de dire, ça a duré 7 8 ans. J'ai un peu tout fait. Je fais de la grande distribution euh, dans, dans comment dire, dans le bâtiment pour faire du référencement. J'ai aussi fait de l'immobilier. Enfin, j'ai fait pas mal de développement commercial où il fallait aller chercher des clients, se développer. Bon, voilà, pris un personnage un peu dur, je trouve. Et ce métier-là m'a amené à rencontrer le milieu du conseil dans le management des ressources humaines, un cabinet qui cherchait à accompagner des dirigeants sur cette dimension commerciale. Et donc, j'ai intégré ce cabinet-là et par l'organisation commerciale, finalement, j'ai mis le pied dans le management des ressources humaines. J'ai été formée, donc là, j'avais 28 ans. Et ça a été mon lieu professionnel pendant une vingtaine d'années. Donc, D'accord. management humain, finalement, prendre soin de la relation dans les organisations publiques, privées, accompagner des personnes à trouver leur place dans les entreprises à partir de leurs compétences, de qui ils sont, des qualités. Et voilà, donc ça a été mon métier. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es plutôt focalisé sur les femmes ensuite? Ben, je crois que c'est au fil de l'eau. Dans ce cabinet, j'ai souvent accompagné des femmes, en fait. Quand on est plusieurs consultants dans des cabinets, moi, ma spécialité, c'est devenu l'accompagnement des femmes à prendre des responsabilités tout en étant des mamans, tout en étant, enfin, la vie de femme plurielle, à prendre des responsabilités, à organiser, à prendre sa place. Voilà, je pense que j'ai été assez rapidement intéressée pour accompagner vers des sociétés plus paritaires. Je crois qu'on verra peut-être que c'est un peu un fil rouge chez moi. Je trouve que le milieu de l'entreprise a vraiment évolué ces 20 dernières années, notamment sur le management. On est vraiment passé aller dans les grandes entreprises une place des hommes omniprésente faire l'expérience du bénéfice des femmes en situation de management. Alors, c'est pas venu tout seul, hein, je veux dire, il y a eu aussi une volonté peut-être d'amener des femmes en situation de management, des quotas dans les boards un peu, enfin voilà, donc, et j'ai accompagné en fait ces femmes à prendre leur place. Et avant cela, qu'est-ce que tu as pu remarquer comme différence entre justement les femmes au travail, comment elles étaient accueillies, comment ça se passait, comment tu l'as pu les aider par rapport à aujourd'hui? Est-ce qu'il y a l'évolution dont tu parles, euh, elle est à quel point importante, ou est-ce que ça a été difficile? Est-ce que ça a été laborieux? Si je devais prendre des propos peut-être un peu généralistes, historiquement, la place des hommes dans les entreprises était organisée avec du management, des réunions, des horaires de réunion.
très orientée aussi finalement sur la relation dans la parentalité avec des hommes en place au travail. Donc dire qu'il y avait vraiment une organisation qui ne laissait pas euh, l'idée pour les femmes de prendre leur place, ou alors quand elles prenaient leur place en situation de management, avec des codes encore très masculins. Donc de Hmm. contrôler des réunions peut-être un peu tard, des horaires de réunion tardifs, euh, euh, et, et, et donc d'avoir des attitudes très masculines. Et puis, j'ai envie de dire que c'est vraiment la conjonction de réseaux féminins qui ont commencé à se structurer et qui permettent aujourd'hui finalement à chaque femme une forme d'émancipation, de formation aussi. Je crois que ça ne nous est pas donné naturellement en tant que femme. Là, je vais un peu généraliser, à prendre vraiment sa place. Et donc, du coup, il faut prendre conscience à un moment donné de quelle place j'ai vraiment envie de prendre. Je suis là pour contribuer à quoi et donc petit à petit de prendre des actions qui permettent d'aller au bout et de s'autoriser à candidater, de s'autoriser à oser dire sa pensée, prendre la parole, enfin avoir des attitudes qui font plus d'expression de la part des femmes et du coup, de fait, de prendre plus de place. D'accord. Là, ce que tu veux dire, c'est que pour que les femmes prennent plus de place, par exemple, dans le monde de l'entreprise, tu as pu remarquer qu'il fallait qu'elles interviennent plus elles-mêmes ou qu'elles prennent leur place d'une certaine manière plutôt que attendre qu'on leur offre la place, parce que c'était un peu la tendance aussi. C'est-à-dire que aujourd'hui, toi, tu œuvres politiquement pour que les femmes aient des places ouvertes plus facilement sans qu'elles aient besoin de se battre pour obtenir leur place. Ben ça, c'est tout l'avantage des quotas. Mm. Euh, Quand on met en place des quotas, souvent on a l'objection de dire oui, mais quand on met des quotas, on prend le risque de ne pas trouver de femmes et en lieu et place. Et on ne trouve pas de femmes quand on ne va pas les chercher. Donc effectivement, le bienfait des quotas, c'est finalement de permettre à une institution, une organisation d'aller effectivement s'intéresser à la formation des jeunes femmes et d'aller repérer des jeunes femmes pour prendre des places qui soient des places paritaires. Est-ce que tu as pu observer dans tes expériences ou dans des entreprises ou suite à l'application de quotas qu'effectivement, du coup, le fait qu'il y ait plus de femmes qui prennent plus de place dans une entreprise, le changement global de management, culturel, etc., évoluait également. Oui, euh, je pense qu'on a deux formes de management. Soit on a des femmes qui viennent en management et qui continuent d'avoir des attitudes assez masculines. Donc là, dommage, on loupe le coche d'amener une dimension moins centrée sur le pouvoir, tout simplement, moins centrée sur la performance et plus sous une forme inclusive, d'écoute, de bienveillance, assez naturelle et de centrée sur une écoute des uns et des autres. Voilà, je crois que Sur la euh, coopération, entre autres. Oui. Mm. sur la coopération, sur l'inclusion, voilà, j'ai pu observer ça, oui. Mm. Alors, aujourd'hui, politiquement, sur quels sont les sujets sur lesquels tu interviens et à quel niveau pour faire évoluer la place de la femme dans notre société? Peut-être avant d'aborder exactement les sujets sur lesquels je travaille, Mm. je voudrais juste témoigner comment je suis arrivée là. Oui, Et ça me permettra de rendre hommage à quelques hommes, parce oui, que je pense que la place des femmes, elle ne se joue pas que dans un entre-soi féminin, mais elle s'inscrit euh, dans un équilibre de relations femmes et hommes qui est important. Dans mon histoire à moi, j'ai plutôt eu, en parallèle de ma vie professionnelle, des engagements associatifs importants et puis dans ma vie professionnelle, une appétence pour le partage d'expériences, pour la coopération et donc
assez naturellement dans des investissements associatifs. Et puis, il se trouve qu'en septembre 2016, j'ai eu l'occasion d'aller dans une réunion où Emmanuel Macron, qui n'était alors pas candidat, est venu euh, parler de son projet. Bon. Et au cours de cette réunion-là, moi qui n'étais pas engagée politiquement, j'ai envie de dire que ma colonne vertébrale s'est alignée en termes euh, d'intérêt pour la France. En fait, je suis une amoureuse de la France, de notre mode de fonctionnement. Je pense même qu'il n'y a aucun pays au monde où on vit mieux ici ou en France qu'ailleurs, dans notre capacité à organiser la vie collective, la capacité à prendre soin de nos malades, de nos vieux. Voilà, quand d'autres vont vivre des expériences à l'étranger, moi, j'avais plutôt envie de m'occuper de vivre bien en France. Et j'ai un Emmanuel Macron candidat qui déploie un projet pour la France qui est un projet de dépassement avec des idées de construction, de progressisme, de bienveillance, de co-construction, d'émancipation, notamment pour la femme. Et donc, du coup, je ne savais pas bien où ça allait, mais je me suis dit, tiens, là, c'est une démarche et un mouvement qui m'intéresse, inclusif, coopératif, et donc j'ai embarqué dans l'aventure avec des cercles de travail où je me suis retrouvée autour de personnes qui n'étaient pas dans mon univers habituel et où finalement on commençait à parler de justice, de santé, et puis de partir de l'expérience de chacun. Qu'est-ce qui se passe de bien pour vous en matière de santé? Qu'est-ce qui se passe de moins bien? Qu'est-ce qu'il faudrait changer? Et puis finalement, je me suis retrouvée à contribuer dans ce qui deviendra le programme du candidat 2017. Et puis ça, c'est l'automne 2016. Et en janvier 2017, donc en parallèle de la candidature du candidat à la présidence, eh bien, commençait à imaginer qu'il fallait effectivement un projet aussi de parlementaire et donc ça, c'était au mois de janvier. Et c'est mon conjoint qui me dit, non, mais alors ça, c'est pour toi. Et donc, moi, j'étais absolument pas dans cette dynamique-là. Euh, j'étais sortie d'un grand cabinet et puis j'étais depuis 1 ou 2 ans à déployer mon activité en indépendante. Et donc, je menais ma petite barque, j'étais sur mon sujet professionnel, puis je disais, bon, écoute, j'ai l'impression que c'est pas pour moi, ou en tout cas, je suis sur d'autres choses actuellement. Mais au mois de janvier, donc mon conjoint a imaginé que c'était possible pour moi. Et puis au mois de mars, le 8 mars exactement, le candidat Macron a fait un appel aux femmes en disant, Mesdames, je veux, ou en tout cas, il me semble que pour que notre société soit plus juste, eh bien, il faut que sa représentation nationale, à l'Assemblée nationale, qu'on ait une assemblée paritaire. Et en tout cas, je veux que mon mouvement élise un nombre paritaire de parlementaires, hommes et femmes. Et donc, je vous veux sur des circonscriptions gagnables. Et donc là, ce jour-là, scout toujours, je me suis dit, ben, puisqu'on a besoin de nous, ben, c'est peut-être, je me mets au service de cette cause qui est plus grande que moi. Et donc, finalement, ben, je suis en lieu et place grâce à 2 hommes, Emmanuel Macron, qui a donné en tout cas cette impulsion et cette volonté politique d'avoir des femmes et de féminiser finalement notre Assemblée nationale, et mon conjoint, qui m'a euh, permis finalement de me visualiser à cette place-là. Et puis après, les choses ont cheminé. J'ai été effectivement élue et je suis élue donc depuis 2017 sur notre territoire d'enfance, donc Anne-Sylvieux particulièrement. Ok. Et donc, ce que tu dis, c'est qu'en fait, il y a 2 hommes qui t'ont ouvert une sorte de vision vers ce que tu fais, ce que tu es aujourd'hui, euh, en percevant l'intérêt pour les femmes que tu sois sur ce chemin aussi, l'intérêt pour toi et pour les femmes d'après Macron. C'est intéressant. C'est un peu comme si
il y avait eu une sorte d'équilibre qui s'était mis en place entre le yin et yang, comme moi je, je le nomme, on va dire, entre une énergie féminine et masculine. Et peu importe, en fait, que ce soit des hommes ou des femmes, mais c'est un peu, tiens, j'ai une vision, il y a des hommes qui veulent prendre soin des femmes ou qui veulent essayer de pousser vers un équilibre plus important. Et du coup, politiquement, il y a des choses qui se passent. Et concrètement, toi, tu te présentes et tu vas vers ce chemin. Oui, on peut dire que cette conjonction-là, en même temps, tu m'interrogeais sur les sujets sur lesquels je travaille aujourd'hui. Les sujets des droits des femmes, de mon point de vue, ne sont pas suffisamment portés de façon équilibrée. Hmm, Euh, on a quand même beaucoup d'associations féministes, et c'est tant mieux, mais peu d'associations d'hommes très exactement. Hmm. et dans la lutte contre les violences faites aux femmes, ou voilà, on voit bien que ça reste encore un combat très féminin. C'est tout à fait vrai. C'est un sujet qui est assez déserté par les hommes et plutôt observé de loin. Et c'est un peu dommage parce qu'en fait, je pense que ça irait beaucoup plus vite et l'acceptation globale serait beaucoup plus forte si les hommes s'associaient aux femmes sur ces sujets. Et alors, je ne sais pas d'où vient les freins. Ils sont certainement assez nombreux sur le plan psychologique, mais c'est un peu l'objet des Young Boys, c'est qu'un homme puisse donner de la parole aux femmes, ou donne la parole aux femmes, ou aide dans ce domaine en disant, bah moi, d'une certaine manière, c'est ce que je dis, je valide tout ça, allons-y. Et l'idée, c'est de faire comprendre aux hommes qu'il n'y a aucun danger parce que c'est un peu ça, il y a une peur masculine du féminisme. Et c'est ce qui les oppose et ce qui fait que les choses n'avancent pas dans le bon sens pour les femmes non plus, je pense. Oui, je suis pas la meilleure placée pour parler de l'histoire, mais les choses sont très bien racontées par des auteurs de notre société patriarcale. Mm. Et donc, pour pouvoir faire des changements structurels, il y a évidemment plusieurs leviers. Un des premiers leviers est éducationnel. Par exemple, il y a une loi depuis 2001 qui impose à l'éducation nationale de faire 3 heures par an à l'éducation à la vie sexuelle et affective, et tout au long de la vie scolaire, donc de la maternelle au lycée. Et cette loi n'est pas appliquée, donc depuis plus de 20 ans, elle l'est à hauteur de 15%. Et on voit bien toute la difficulté de la mise en œuvre, en fait, à la fois du point de vue de la formation, des instituts, des profs, que de la difficulté à mettre ça au premier plan. Or, tous les travaux qu'on peut faire sur les inégalités, les stéréotypes de genre, donc tout ce qui est au fondement finalement des écarts entre les hommes et les femmes, tout nous ramène à la dimension de l'éducation, euh, permettant que la place de chacun soit respectée. Oui, tu veux dire que si on veut faire vraiment bouger les choses, il faut commencer par la base, c'est-à-dire que les jeunes générations, les former, les changer, enfin leur faire comprendre le rapport homme-femme, la place de la femme dans la société au du plus jeune et les accompagner pendant assez longtemps, quoi. Absolument. Et Mm. puis toute la question de la parentalité aussi, euh, dans la place des parents, de la femme en tant que parent et de l'homme en tant que parent aussi, que chacun puisse prendre des activités qui soient des activités qui ne soient pas genrées. Et tout ça prend aussi, on voit bien, source au moment même des jouets. Où les jouets sont vraiment un sujet très genré, c'est-à-dire, regarde comme on met du rose aux filles et des jouets roses, des camions aux garçons, et donc, ou des ballons dans les mains des garçons plus que enfin, encore, je reviens à la notion du sport, mais il y a beaucoup, beaucoup de stéréotypes de genre qui posent un certain déterminisme, et d'où l'importance de l'éducation
à permettre des activités féminines, masculines. On pourrait aussi aller sur tous les sujets de la science et de la tech avec finalement peu de stimulation sur les activités scientifiques pour les jeunes filles. Même une étude qui montrait que les jeunes filles et les jeunes garçons qui rentrent au CP n'ont pas d'écart d'appétence pour les maths et que 3 mois plus tard, l'appétence pour les filles tombe. Et dans les causes, il y a aussi le fait que, par exemple, chez les instits, euh, euh, on a moins de personnes scientifiques que littéraires, des éléments plus féminisés aussi et donc qui aiment moins les maths et que la notion des rôles modèles amène les jeunes filles à décrocher des maths plus rapidement que les garçons Hmm. et qui amène des carrières scientifiques plus fortement axées du côté masculin. D'accord. Donc, on a parlé de l'éducation. Est-ce qu'il y a d'autres éléments sur lesquels on doit intervenir sur le plan légal ou sur d'autres plans pour que la place de la femme dans la société soit davantage renforcée Voilà, il y a des parties éducation, il y a aussi un sujet alors, il se trouve que aujourd'hui on est le 26 novembre, hier c'était la journée internationale de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Donc on a aussi tout le sujet de lutte contre les violences faites aux femmes parce qu'elles sont nombreuses. Et donc ce travail de lutte, de prévention pour les femmes, donc c'est aussi un élément important. Il y a toute la dimension de l'émancipation des femmes du point de vue économique qui est important aussi. Il y a une forme de déterminisme aussi culturel de ce point de vue-là. Donc, éducation, émancipation, lutte contre les violences faites aux femmes, culture de l'égalité. Voilà un peu tous les leviers qui permettent en tout cas d'agir sur la place des femmes. D'accord. Et comment pourraient être imaginées les actions qui sont en cours pour améliorer la place des femmes, qui associeraient les hommes euh, à ces projets? Parce que comme on le disait tout à l'heure, effectivement, il y a beaucoup d'associations féminines qui œuvrent dans le bon sens, mais comment les hommes pourraient être intégrés? Est-ce qu'il y a déjà des projets dans ce sens-là pour que les choses soient vraiment, euh, comment dire, dynamisées plutôt que freinées? Tu touches vraiment une question à laquelle je réfléchis beaucoup. C'est qu'est-ce qui touche les personnes, que ce soit femmes ou hommes, pour changer quelque chose. Si je peux me permettre, je citerai euh, dans un parallèle lié à la transition écologique. J'ai eu l'occasion de dîner avec un dirigeant d'entreprise qui est très engagé sur ces sujets-là, reconnu, et je le questionnais en lui disant, qu'est-ce qui fait que vous avez embarqué votre conseil de direction sur ces questions-là réellement et de façon authentique? Il m'a partagé son expérience en disant qu'il avait demandé autorisation à son conseil d'administration de filmer ses enfants. Et il les a interrogés sur la représentation pour chacun des enfants du conseil d'administration sur cette transition écologique. Et lors d'une réunion ou d'un conseil d'administration, en fait, ils ont démarré la réunion par la visualisation de ce film et finalement, chacun des administrateurs de ce conseil d'administration s'est vu interpellé par ses propres enfants sur cette question sociétale et a été touché et a permis une forme de transformation. Et donc, pour répondre à ta question, je fais le parallèle finalement de la transition écologique avec la place des femmes, mais c'est juste pour illustrer un changement sociétal. Et je crois qu'on arrive à faire du changement sociétal quand on touche au cœur. C'est-à-dire que chacun d'entre nous
a accès à de l'information par la dimension cognitive du cerveau. On peut faire des transferts de savoir et puis on peut vivre des expériences. Et je pense qu'on vit des expériences qui nous touchent et qui sont transformantes quand on est touché au cœur. Donc, une fois que j'ai dit ça, j'ai pas la solution, mais peut-être que des hommes pères de jeunes filles qui voient aussi ces jeunes filles évoluer, prendre leur place avec peut-être timidité, leur propre connaissance d'elles-mêmes et puis leur cheminement, eh ben, peut toucher peut-être les hommes un peu plus. Après, une fois que j'ai dit ça, je fais aussi partie des gens qui pensent qu'on n'a pas besoin de prendre des coups dans la vie pour avancer. Donc, c'est un peu ambivalent ce que je viens de dire. C'est à la fois l'expérience propre nous permet de faire des transformations, et puis en même temps, on peut aussi s'approprier certaines transformations qui nous paraissent importantes parce qu'on est touché au cœur. Voilà. En tout cas, il y a quelque chose chez moi qui, qui donne l'importance des leviers, qui touche le cœur plutôt que la raison, quoi, très clairement. Alors, c'est une approche très très yin, en fait, de toucher le cœur plutôt que la raison. Et je trouve ça très intéressant, d'ailleurs. Et comment on peut faire sur le plan politique pour toucher au cœur. C'est quand même pas, c'est pas, c'est pas une constante des méthodes politiques hein, que toucher au cœur. Alors, on touche aux émotions, il n'y a pas de problème, mais toucher au cœur, c'est plus compliqué. Euh, c'est à imaginer, c'est à travailler. Je sais pas si tu as déjà réfléchi au sujet, mais Alors, je ne sais pas si j'ai réfléchi au sujet, mais je suis dans le sujet. mhm. Un peu comme quand j'étais dans le management des ressources humaines. Quelquefois, j'étais dans des entreprises où c'était dur, et puis je me disais, ben, rien que ma place ici, l'accompagnement dit déjà, avec mes valeurs, avec mon authenticité, dit déjà de cette authenticité et de cette congruence. Et Mm. finalement, rien que le fait que je sois là, que je sois là depuis 7 ans, que je ne sois pas fatiguée, que ma motivation n'ait pas bougé, ça dit quelque chose de cette volonté de toucher au cœur. Quand je suis arrivée dans mon groupe parlementaire, on m'a donné des responsabilités sur l'organisation et le management des talents. Et donc, j'étais arrivée avec des propositions de processus, de coopération, de co-construction. Et on m'avait dit, écoute, ça, c'est des méthodes d'entreprise. Ici, on est en politique. Bon, donc ça veut dire que oui, il y a de la résistance sur le sujet, que c'est pas gagné. Et en même temps, je voudrais quand même dire bon, que j'y crois et que ma place à moi ici, elle dit ça et que je fais partie d'un mouvement politique qui est venu un peu changer les codes et que je crois que on peut être là où je suis avec une authenticité, avec une congruence et je crois que c'est ce qui fait aussi ma singularité le fait que j'ai trouvé effectivement ma place ici et que je me sens assez à l'aise et je ne me sens pas obligée d'être embarquée dans un système avec lequel je suis pas OK, quoi. Oui, c'est vrai, c'est intéressant de pouvoir rester aligné avec soi-même et d'essayer de porter des idées politiques et les porter avec le cœur. Je trouve que c'est plutôt inspirant comme approche. Alors, en guise de conclusion, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à des jeunes femmes ou des femmes aujourd'hui pour obtenir une meilleure place dans la société? Conseil. Alors, je peux juste peut-être partir de mon expérience. Je crois que, mais ça s'adresse finalement aux femmes comme aux hommes, que notre chemin, c'est un chemin de vie et que la meilleure façon de prendre sa place, c'est de commencer par bien comprendre comment on fonctionne et donc de s'accueillir soi-même évidemment tel que l'on est, de découvrir quels sont nos talents, quelles sont nos zones d'intérêt, nos zones de confort, et donc de faire rayonner tout ça. Et dans une dimension un peu jungienne, de dire que d'accueillir aussi la partie ombre qui est la nôtre, essayer de peut-être de pas s'en défendre, et puis d'accueillir cet ensemble pour être bien ancré
et donc, du coup, de faire grandir la confiance qui est en soi et que de cette confiance-là, ben, du coup, elle permet d'oser, elle permet de penser, elle permet d'expérimenter, elle permet de poser des jalons, de dire ses besoins, d'aller questionner le monde avec qui on est et puis d'oser tout simplement. Voilà, je crois que c'est, mais je crois que je le souhaite pour chacun d'entre nous et puis, et puis qu'on est tous en chemin et que c'est quand même ça la magie de la vie. Ok, bon, très belle conclusion. Merci beaucoup, Véronique, Merci, et à très bientôt. à bientôt, au revoir. Au revoir. Et je te fais un retour Oui, euh, parce que dans ma vie quand même un peu trépidante, je cumule des rendez-vous tout le temps, tout le temps, ouais, tout le temps. Ma vie professionnelle d'avant me permet d'avoir quelques rituels où je sais faire des pauses à mm, titre personnel, de ressourcement, à titre professionnel, de réunion d'équipe, où vraiment je prends le temps de poser la raison d'être, la vision. Euh, que dans l'échange qu'on a eu ensemble, je me suis vraiment reconnectée à cette dimension du cœur. Et, et tant en mieux. fait, rien qu'en le disant, ça m'a réinspiré pour moi-même et là où je suis. Tu vois ce que je veux dire? Ça Ah bah m'a tant mieux, c'est bien. de dire, c'est dur ce qu'on vit à l'Assemblée actuellement, et ça me redonne du courage, ça me redonne de la raison d'être de ce pourquoi je suis là. Enfin, tu vois, je vais dire, voilà, notre échange, même si tu l'as parlé court, a vraiment été dans une forme d'authenticité, de partage. Et quand je disais d'être touché au cœur, en fait, ça m'a refait ressentir ça et ça m'a reconnecté à quelque chose d'essentiel, quoi. Voilà. Bon, bah c'est cool, tant mieux. Je peux Donc, garder ça alors. regardez ça, ouais.